Voilà, donc je vous propose de commencer cette conférence donc, sur les bières et spiritueux, donc les chiffres et les tendances de consommation en France et dans le monde. Donc pour nous accompagner ce soir sur cette thématique, donc, nous accueillons Elisabeth Pierre donc, de l'Académie Bierissima, qui est zytologue et éditrice et rédactrice en chef de Morgue Magazine. Et sur la partie spiritueux, donc, nous accueillons Nathalie Bylock de Spirit Hunters. Donc, vous allez vous représenter plus précisément. Plus tard, oui. Voilà. Et donc, nous allons commencer par la bière. Elisabeth, merci. Bonjour à tous. Donc, ravie d'être avec vous pour vous présenter un petit peu les chiffres clés et tendances de la filière bière et de la bière, avec cette particularité que nous avons un grand point commun, Nathalie et moi, c'est que nous partons de la même matière première. Donc, je voulais faire une petite introduction quand même avec le point commun entre la bière et les spiritueux, mais juste avant, permettez-moi de me présenter un petit peu plus. Effectivement, j'ai fait mon métier de bière depuis que je suis tombée vraiment dans la passion de la bière, on va dire ça comme ça, et de tout ce qui va avec, autour, et de tous ces acteurs de la filière, et notamment de la place de la bière à table, ce qui m'a fait effectivement, au-delà de mon métier de formatrice, ce qui m'a fait effectivement écrire de nombreux livres sur le sujet, et la création également d'une revue dédiée sur cette thématique de tout ce qui est bon à boire, à manger, et où effectivement déguster toutes ces bonnes choses. Donc avec la particularité effectivement de ce dernier livre qui est dédié aux ateliers dégustation de la bière. Et puis merci Nathalie de mettre ces livres en avant. Et puis le guide achète des bières également, qui est en fait l'équivalent du guide achète des whiskies et des rhums dans sa démarche, puisqu'en fait c'est des livres d'auteurs. Et toutes les bières sont dégustées à l'aveugle par moi-même et décrites, voilà, uniquement sur présentation des producteurs. Donc ça, c'était une petite précision sur mon activité qui est à la fois de transmettre la connaissance et la science de la bière, de son amont à sa dégustation, notamment à table. Et donc, pour en revenir à cette petite introduction par rapport au fait que nous avons effectivement une conférence en duo, l'idée, c'était de commencer par cette matière première commune qui est l'orge maltais et qui est notre point commun, bien sûr, mais au-delà, le whisky est la suite naturelle, si je puis dire, de la bière. Hein. Donc, la thématique, évidemment, est tout à fait évidente de travailler ensemble sur ces sujets. Par rapport à ce que je vous ai mis comme petit visuel sur cette première diapo, je vous ai mis aussi un visuel de barrique. Parce que l'autre point commun, en dehors de l'orge maltais, c'est l'élevage en barrique de bières ayant contenu des spiritueux. Voilà, donc il y a une véritable tendance sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui est la mise en barrique de whisky principalement, mais également de cognac, d'armagnac, de rhum. C'est une tendance qui existe depuis déjà quelques années, qui a été amenée par les Oak Age américaines, et cette fameuse influence des Américains, je vais vous en parler tout de suite également, en première évocation, juste après cette introduction de nos points communs. Parce que finalement, cette révolution brassicole dont on parle, parce que je suis là pour vous parler de révolution, en fait, brassicole, finalement, cette révolution brassicole dont on parle, elle a pris naissance en Amérique du Nord. Elle a ensuite essaimé, précisément sur la côte ouest, à San Francisco. Elle a ensuite essaimé sur la côte est. Ensuite, au Canada. Et puis en même temps, il s'est passé à peu près le même phénomène en Angleterre. Donc ça, on est dans les années 70-80, entre 70 et 80, hein, pour faire simple. Et dans ces années-là, il se passe vraiment, véritablement des mouvements entiers de création de brasseries, de recréation de brasseries aux États-Unis, puisqu'on part de 3000 brasseries avant la prohibition, 0 pendant la prohibition, et ensuite donc ce renouveau. Et
comment dirais-je, le phénomène anglais, lui, est soutenu par des journalistes à la base qui ont créé cette CAMRA, Campaign for Real Ale, donc qui est vraiment le mouvement qui est né dans les années 70 pour maintenir la véritable ale aux commandes des pubs anglais. Et puis la dernière petite information que je voulais vous dire, c'est que tout ça est arrivé en Europe. Alors, commençant par l'Amérique du Nord, par l'Europe du Nord, et ensuite la France. Et je suis là, bon, bien sûr, pour vous parler quand même avec un focus France. Mais cette petite diapo sur la révolution brassicole, qui est un phénomène mondial, c'est important de resituer le fait que quand on parle de ce qui se passe en France, qui est un phénomène quand même totalement particulier, spécifique, avec énormément de particularités, on se situe quand même sur un phénomène mondial. Hein. Donc c'est vraiment important de le rappeler. Et ce phénomène mondial, il a des répercussions en France aujourd'hui, puisque quand on porte le regard sur ce qui se passe aujourd'hui en France, ben on est quand même sidéré par le chiffre que je vous ai mis là, de 2500 brasseries, puisqu'on part quand même de très très loin, on part de 4000 brasseries au début du 19e siècle, à peu près 40 dans les années 80, donc une désertification, il y en a même, on est passé même par 25 sites de production avant les années 80, pour en revenir aujourd'hui à 2500. Donc c'est 3 chiffres et 3 étapes qui sont absolument majeures, mais qu'il faut quand même garder en mémoire quand on parle d'aujourd'hui de ce qui se passe. Hein, puisque forcément, marché, tendance, bière, je vais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense que c'est très important d'avoir ce petit regard en arrière quand même. Pas oublier les pionniers non plus, parce qu'on parle beaucoup des brasseurs actuels nouveaux qui s'installent, mais il y a quand même tous les pionniers qui ont participé à ce renouveau brassicole en France dans les années 80. Hein. Donc j'ai l'habitude souvent de parler de concentration, de renaissance et d'accélération, puisqu'on est vraiment sur un mouvement globalement permanent de création de brasseries, même si, on va le voir, le contexte actuel n'est pas forcément aussi, comment dirais-je, aussi positif qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Voilà, donc ces grandes étapes et ces 3 chiffres donnés, je vous mets juste une petite diapo, histoire de vous donner un peu plus de détails sur la progression de ces fameuses brasseries en France, donc uniquement en France. Hein. Je précise que l'ensemble des données que je vous donne sont issues de différentes sources, à la fois des syndicats brassicoles, des publications spécialisées, de sites internet spécialisés, de mes propres observations aussi et comptages aussi, statistiques aussi, parce que quand même depuis quelques décennies, j'ai cumulé quelques statistiques aussi de mon côté. Bref, c'est un ensemble de sources hein, que je vous propose. Et là, pour le coup, ce sont mes observations de comptage compilées à ceux d'un site internet Projet Amertume qui va effectivement avoir cette donnée de 3 vagues, on va dire, avec cette particularité qu'en 2000, il y a 100 brasseries. Donc 100 brasseries en 2000, on est sur un phénomène qui commence déjà il y a 23 ans à paraître énorme. Je me souviens d'un journaliste à l'époque qui m'avait interrogé là-dessus et qui était persuadé que ça n'irait jamais au-delà. Mais c'est incroyable, 100 brasseries, on ne va jamais aller plus loin, quoi. Donc voilà. Donc c'est tout à fait intéressant d'avoir ce petit retour en arrière. Hein, et vous voyez la courbe qui est évidemment exponentielle avec cette accélération dont je vous parlais. Alors, clairement, bien sûr, on est sur des typologies de brasseries extrêmement variées. Hein, mais avant d'en venir au focus bière, je vais vous donner, au focus France plutôt, je vais vous donner quelques diapos, trois diapos assez synthétiques sur des chiffres en bref, parce que on parle de la France, on parle de l'Europe, on parle du monde, on parle d'un marché mondial de toute façon, puisque les 3 gros acteurs en France, et bien sûr au-delà de la France, sont des acteurs internationaux. Il n'y a pas de très grosses brasseries françaises au sens mondial, elles sont toutes étrangères. Donc quelques chiffres, on est sur 21 millions d'hectolitres, on est le 6e producteur de bière en Europe, on est le premier pays cocorico en nombre de brasseries en Europe. Et ça, c'est tout à fait absolument incroyable. Encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire, on a dépassé il y a 5 ans maintenant l'Allemagne et l'Angleterre. Voilà, donc, qui, eux, n'ont pas forcément évolué au même titre. Donc, clairement, on n'est pas du tout sur les mêmes typologies de brasseries. On y reviendra tout à l'heure sur nos typologies de brasseries. Mais en nombre, on peut faire un sacré cocorico parce que malheureusement,
en consommation, on est bon dernier. Je vous annonce. Voilà, petite déception peut-être. Vous pensiez qu'on consommait beaucoup de bière en France, mais non, on est les petits derniers de la liste en Europe, avec 33 litres par an et par habitant. Ce qui reste quand même fort peu par rapport à nos voisins allemands, bien sûr, et puis surtout par rapport aux Tchèques. On va voir l'ensemble des pays en Europe tout à l'heure. Donc, dans les chiffres clés de la France, en bref aussi, il y a, bien sûr, on prend en compte la totalité de la filière. Donc, la filière brassicole que je vais vous présenter également de l'amont à l'aval, donc avec des fournisseurs de matières premières extrêmement variés, et puis bien sûr des métiers en aval de plus en plus variés également. On va voir avec l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui dans la filière bière, les nouveaux métiers qui se créent, les nouveaux lieux également de consommation, les nouvelles habitudes de consommation qui vont avoir un impact sur ce visage de la filière brassicole. On est sur un ratio d'ouverture et de fermeture qui évolue légèrement depuis ces quelques derniers mois. Voilà, donc quelques fermetures qui commencent à se profiler, mais le ratio reste quand même largement en faveur, évidemment, des ouvertures. Je vous ai mis également le nombre de brasseries donc au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse. À savoir qu'aussi en Suisse, on dit la Suisse est le premier pays en Europe, sur l'Europe à avoir le plus grand nombre de brasseries par habitant. Mais il faut savoir qu'en Suisse, il suffit de faire 400 litres pour être répertorié, parce que c'est obligatoire quand vous brassez chez vous de déclarer ça en brassage. Donc, ce qui n'est pas le cas en France, évidemment. Tous les brasseurs amateurs n'ont pas à déclarer leur production. Donc, c'est à prendre avec réserve quand vous voyez des chiffres comme ça. On passe en Europe. Donc, l'Europe, on est sur une production qui avoisine les 400 millions d'hectos, avec une variation positive de 3% par rapport à l'an dernier. Ce sont des chiffres de l'année 2021, donc ils viennent de sortir de la Brewers Association, Brewers of Europe, parce que il y a toujours un décalage dans le recueil des statistiques de chaque pays adhérent. Le nombre de brasseries actives, donc on est avec une augmentation également, comme vous le voyez. La consommation, elle, est également en augmentation. La moyenne de consommation est de 72 litres. Donc vous voyez que sur l'ensemble de l'Europe, on est quand même très très loin derrière, déjà rien que sur la moyenne. Les premiers pays exportateurs en Europe sont la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et puis, ça représente quand même un nombre d'emplois directs très important. Il faut savoir qu'en brasserie, quand on parle d'emplois directs, il faut considérer qu'il y a à peu près 15 à 16 emplois indirects selon les pays, et c'est un petit peu variable, mais on est entre 15 et 20 emplois indirects pour un emploi direct en brasserie. Et puis le ratio CHR alimentaire, non alimentaire, on va dire, est relativement semblable en moyenne dans l'ensemble des pays. Bon, sur l'Europe, on est à 85 et 65 et 35. La France se situe à peu près dans cette répartition-là également. C'est une moyenne pour l'ensemble des pays, mais globalement, c'est la moyenne qui existe à peu près dans tous les pays. Je vous propose la même approche sur le monde, mais avant quand même je vous propose la production. Donc vous voyez que les chiffres de production que vous aurez peut-être plus facilement en visio, en revisionnage peut-être, sont pas forcément lisibles ici, mais en tout cas ce qui va être plus lisible, c'est ce graphique-là qui est en fait la fameuse consommation par an et par habitant. Vous voyez qu'on est donc bon dernier. Souvent, les Belges n'ont pas répondu aux questions. C'est pour ça que quelquefois, il arrive que la Belgique n'est pas dedans, ce qui est le cas. Voilà. Donc, on est sur une baisse aussi de la consommation en Belgique. Il faut savoir que l'ensemble des pays de l'Europe ont vu leur consommation chuter durant les 30 dernières années. Ça a été vraiment un phénomène majeur et constant et structurel dans tous les pays d'Europe depuis 30 ans. Et c'est seulement depuis 2019 qu'il y a
2019, qui est une véritable, on va dire, un arrêt de la baisse, on va dire ça comme ça, et une reprise légère de la consommation dans absolument tous les pays. Y compris nous, puisque nous sommes quand même tombés à 28 litres par an et habitant en 2013. Donc le monde. Alors le monde, il va être très simple. On est sur un pays qui est, une évocation de chiffres qui va nous amener tout de suite en Chine. Parce que la Chine est vraiment le premier pays producteur et consommateur de bière dans le monde, suivi par les États-Unis et le Brésil. Et donc, vous voyez qu'au niveau européen, on n'est pas très, très présent. La particularité de cette diapositive aussi, c'est le fait que le phénomène du no et low alcool, dont je vais vous parler précisément sur la France, est en fait un phénomène mondial. Donc ça, c'est également intéressant. Et mondial et qui concerne d'ailleurs toutes les boissons, hein, pas que la bière. Et puis alors, là, pareil, je ne vous ai pas forcément mis de chiffres, mais si ça vous intéresse, vous pourrez me faire des demandes après. Les 3 premières entreprises leaders en termes de production, c'est quand même un marché extrêmement concentré, hein, puisqu'on retrouve en première position mondiale, quasiment avec un quart des volumes, AB InBev, donc Anheuser-Busch InBev, qui est en fait la fusion de Anheuser-Busch aux États-Unis et Interbrew à l'époque, qui a constitué donc le premier groupe mondial de brasserie, suivi par Heineken, donc très loin derrière, et encore plus loin derrière, Carlsberg. Voilà, donc vous avez un belgo-brésilien, un hollandais et un danois. Voilà. Alors, petit retour aux États-Unis pour vous donner un peu un état des lieux aujourd'hui. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe ? On a des chiffres qui sont intéressants parce que c'est la Brewers Association qui en fait compile absolument tous les chiffres de absolument tous les types de brasseries. Donc on a des chiffres par État, des chiffres par catégorie de brasserie, donc qui sont extrêmement bien spécifiés aux États-Unis. Je l'ai dit parce qu'en France ça ne l'est pas. Enfin ça ne l'est pas en tout cas par les instances officielle, on va dire ça comme ça. Donc les typologies de brasserie, on va voir, on peut s'entendre sur globalement des échelles. Alors aux États-Unis, on est sur une part de marché qui est stagnante aujourd'hui. Hein. Les craft brewers ne sont plus en évolution, ont arrêté de progresser, on va dire ça comme ça, depuis à peu près 4 ans. La grosse révolution, deuxième grosse révolution brassicole aux États-Unis a eu lieu en 2013, entre 2013 et 2014, quand l'ensemble des craft beers ont dépassé Bud. Ça a été le tsunami aux États-Unis, évidemment, parce que c'était juste impensable, un truc pareil. Donc ça a été vraiment, à l'époque, je m'en souviens très bien, ça a été vraiment assez percutant. Ça a été vraiment... L'ensemble des brasseurs craft américains ont pas mal fait valoir la chose et Bud a réagi aussi pas mal. Enfin, voilà, c'était amusant de voir ce phénomène de contradiction entre eux finalement. Et aujourd'hui, on est rendu à peu près 13% du marché avec les craft qui sont dans la définition de ce que je vous ai mis à droite, le label Craft Brewers avec le mot independent. Dans sa définition, on est sur des volumes, je parle que des volumes qui sont maximum de 7 millions d'hectos. Donc on est en train de comparer des bières qui font à peu près le volume de Kronenbourg. Hein. Donc il faut vraiment toujours ramener à l'échelle du pays. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles quand on parle des brasseurs craft américains. Je vous ai mis le détail, on est sur plus de 9000 brasseries aux États-Unis, avec la progression également qui peut être intéressante à regarder. Avec le graphe de tout à l'heure, on voit qu'il y a eu une progression continue. Hein, et le modèle américain aujourd'hui, le modèle tel qu'il est le plus fréquemment rencontré aujourd'hui, c'est le modèle des brewpubs avec... on va le voir après sur la France, c'est ce qui s'en vient, le modèle de la zone de production assortie d'une zone de consommation et de restauration et d'accueil touristique. Voilà, donc on est vraiment sur ce modèle-là, avec des grosses exploitations également. Alors, on va revenir en France. Je vais vous parler un petit peu de la filière. Alors, la filière brassicole, c'est quoi ? C'est
j'ai essayé de résumer avec ce petit schéma, donc avec le chiffre et les chiffres d'affaires à chaque fois. On va encore faire un petit cocorico si vous voulez bien, parce que c'est quelque chose que absolument, globalement, pas grand monde sait. Alors peut-être maintenant vous le savez déjà, parce qu'il y a eu Emmanuel Ducrot sur Europe 1 qui en a parlé, donc je pense que ça va aider. La France est le premier pays au monde exportateur de malt. Et ça, généralement, dans toutes les formations que je fais un petit quiz avec quel est le pays, etc. Donc il y a France, Belgique, je mets plein de pays, mais il n'y a jamais la France, évidemment. Personne ne pense que... Eh bien, nous sommes quand même un très gros producteur d'orge, de brasserie, et d'orge, évidemment, et d'orge de brasserie. Et nous sommes un très gros producteur de malt. Et sur les 4 premiers malteurs mondiaux, il y en a 3 qui sont français. Donc évidemment que c'est important de le souligner. Il y a un savoir-faire absolument méconnu finalement dans la filière agricole française. Généralement, c'est pas très très connu. Et on est sur un rapport de 80% à l'export sur les maltes français. On considère qu'il y a à peu près 20% de bières réalisées avec des maltes et des orges françaises. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant à savoir. Hein. Donc cette partie agricole, on peut en être très, très fier de cette transformation de l'orge en malt. Et alors, on ne va pas faire du tout cocorico avec le houblon, parce que là, on n'est vraiment pas du tout à la hauteur, si je puis dire, même si on a des très très bons houblons, mais en quantité, on est le 11e pays producteur au monde avec nos 540 hectares, ce qui fait extrêmement petit par rapport aux producteurs mondiaux qui sont les premiers, les Américains et les Allemands. Alors, pour continuer sur la filière, je vous donne quelques chiffres clés quand même, un tout petit peu plus par rapport à ce que je viens de vous dire. On est sur un paysage de malterie qui est historique, avec des grosses malteries installées partout dans les zones de production d'orge, évidemment. Et on a aujourd'hui une filière qui est en plein développement avec une redynamisation au niveau local. Donc de fait, avec les besoins en malt et en houblon bio, on est sur, enfin c'est en tout cas comme ça que je l'analyse, entre autres, hein, c'est le besoin de matières premières bio et le besoin de ressources locales aussi, plutôt que de faire venir des houblons. On les malte en principe, on utilise quand même des maltes plutôt français, en France, encore que, mais globalement. Mais les houblons, clairement, on a un plus gros sourcing, on va dire, de houblons, notamment américains et néo-zélandais, ce qui est quand même pas forcément toujours en conformité avec les comment dirais-je, les positions un peu de développement d'érable, et c'est pas toujours évident. Donc il y a une dynamisation en termes au niveau local entre les brasseurs qui sont sensibilisateurs auprès des agriculteurs pour planter ou s'installer ou développer ou se diversifier en houblon et avec les céréaliers. Donc on aboutit à un paysage avec des malteries locales et des houblonnières locales en pleine évolution. Je pense qu'il n'y a personne en France qui est capable de dire combien il y a de malteries en local et combien il y a de houblonnières en local. Tellement c'est foisonnant. Je peux quand même vous donner des estimations pareilles ultérieurement si ça vous intéresse. Hein. Sur la partie du houblon, un petit peu plus quand même d'informations. On est, comme je vous disais, le 11e pays producteur. Notre production, elle est donc de 800 tonnes, ce qui est très, très en deçà de nos besoins. En plus, on exporte 25%, donc ça veut dire que nos houblons sont quand même très, très appréciés aussi, notamment par les Américains. Donc c'est ça qui est amusant. Et Amérique du Nord. Des nouvelles variétés apparaissent et sont en recherche-développement constamment. Il faut à peu près 10 ans en houblonnière pour la recherche variétale pour arriver à une nouvelle variété, plus 3 ans pour rendre une houblonnière rentable, à peu près 3 ans pour avoir une récolte. Donc on est vraiment sur
sur un véritable enjeu pour la filière brassicole, avec certaines régions plus dynamiques que d'autres. En tout cas, sur la région Rhône-Alpes et Occitanie, on est sur un véritable phénomène d'interprofession quasiment. D'ailleurs, à ce propos, l'interprofession française du houblon s'est créée, vous voyez, récemment en 2020, hein, donc c'est très récent. Mais en même temps, c'est un travail entre les interprofessions, donc les brasseurs, les houblonniers, et également les agriculteurs, bien sûr, pour générer, développer, stimuler des filières locales. Alors, nous avons parlé de la filière bière, mais nous n'avons pas encore parlé de la typologie des brasseries. Donc voilà, je vous propose un petit récap, une vision globale de comment on peut classer les brasseries, parce que c'est bien gentil de parler de 2500 brasseries, mais on est quand même sur des dimensionnements de brasseries qui sont globalement fort différentes. Hein. Quand on va parler de volume, de critères de taille, c'est là que ça devient compliqué, parce que finalement, il n'y a pas de statistiques vraiment sur les tailles de brasseries. Hein. Donc on a généralement l'habitude de parler des grandes brasseries industrielles. Moi, je fais la distinction entre les brasseries industrielles mondiales, donc qui appartiennent par exemple à Heineken ou à Carlsberg ou à AB InBev, qui ne produisent pas en France d'ailleurs, et les grandes brasseries industrielles indépendantes. Je fais un petit peu un distinguo. Maintenant, on est sur les mêmes, bien sûr, les mêmes je vois que j'ai désolé, il y a une erreur de chiffre là, donc je vous précise, hein, c'est pas de partir de 500 000 jusqu'à 200 000 évidemment. Donc il y a une erreur à ce niveau-là, c'est de toute façon inférieur à 500 000 et enfin au-delà de 500 000. Voilà, il n'y a pas de limite hein, sur les grandes brasseries indépendantes. Ensuite, il y a les grandes brasseries indépendantes nationales, donc qui sont plutôt des pionniers, là aussi, des nationales et régionales. Donc là, on va descendre en termes de volume. Généralement, on a une échelle au-delà de laquelle on fait une distinction à 10 000 hectos. Et puis, de 1000 à 10 000 hectos, on parlera donc du coup de brasserie artisanale. Mais ça, encore une fois, c'est un peu un récapitulatif de l'ensemble des statistiques de chaque acteur qui opère des statistiques dans la filière. Et puis, on parle de microbrasserie, bien sûr, pour les moins de 1000 hectos. Alors, au-delà, on va avoir des typologies de brasseries qui sont très spécifiques, comme les fermes brasseries, sur lesquelles on va revenir, et puis les brasseries, bien sûr, CHR, voilà. Voilà une vision par le critère de taille. Bien évidemment que le critère de taille ne va pas être le seul critère à prendre en compte. Hein. On a bien sûr aussi des critères qui vont être liés à la vision, à la philosophie. On est quand même sur indépendamment des tailles de brasserie, des volumes produits, on est sur des visions et des philosophies d'entreprise très, 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 très différentes. Une petite diapo avec les faits marquants. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de désert brassicole. Là, c'est une carte qui représente à peu près l'ensemble des implantations de brasseries aujourd'hui, avec la constatation qu'il y a peut-être un petit surplus dans les zones historiques, on va dire, de Nord et d'Alsace, encore que. En termes d'explication de ce phénomène, parce qu'on me demande souvent, c'est vrai, mais pourquoi il y a autant de brasseries, finalement, qu'est-ce qui se passe, comment on explique ça? On l'explique évidemment de plusieurs manières, déjà par l'histoire, hein, l'histoire que je vous ai contée juste avant du désert brassicole et de la on va dire, désert brassicole, la standardisation, on va dire, et de la concentration qui était celle des années 80 au final, et qui a bénéficié, on va dire, de cette vague d'Amérique du Nord, des craft beer, et qui a participé à l'émergence de la brasserie artisanale en Europe et en France.
Les brasseries bio, c'est très important parce qu'en France, on est un petit peu atypique par rapport aux autres pays d'Europe. On est sur à peu près 4 fois plus que la moyenne des autres pays d'Europe en nombre de brasseries biologiques. Donc c'est tout à fait intéressant de constater en plus la progression. On a aussi des fermes-brasseries, donc ça c'est clair que les fermes-brasseries, je vous en parlais tout à l'heure, on est entre 160 et 200 aujourd'hui, hein, donc clairement c'est également un modèle qui se développe. Et puis en circuit de distribution, vous voyez qu'il n'y a pas de chiffre vraiment majeur à vous montrer en dehors de la répartition, parce que les chiffres Nielsen montrent évidemment clairement je dirais la confirmation de l'augmentation des bières sans alcool dont je vous ai déjà parlé, mais les chiffres sources pour le CHR sortent en avril. Donc clairement, on n'est pas sur des chiffres qui vont réellement être différents de l'an dernier, mais clairement l'ancrage des IPA en CHR est véritablement comment dirais-je, un fait constaté par tous les acteurs. Je me dépêche. L'autre particularité de ce marché, de cette filière, c'est la prolifération des styles, le développement des styles, les nouveaux goûts, avec donc la fameuse tendance. Je vous passe quand même rapidement les tendances. La principale tendance, c'est le no et le low alcool. Je vous en ai déjà parlé, mais alors avec des chiffres qui sont quand même assez marquants, hein, pour le coup, en part de marché comme en progression. C'est donc un phénomène mondial, comme je vous disais. La deuxième grande tendance dont j'ai envie de vous parler, c'est une tendance emballage, la canette. Si vous voulez, on pourra en parler si vous avez des questions à ce sujet. Ça fait débat, hein, la canette, clairement. Mais c'est un phénomène, une vraie tendance, l'emballage, la canette. L'autre grande tendance, il y avait une masterclass juste avant là-dessus, c'est les liens entre le vin et la bière, avec cette connexion en termes de recettes, en termes de process, en termes d'élevage en barrique aussi. Et l'autre grande tendance dont j'ai envie de vous parler aussi dans la dimension écologique et économie solidaire et circulaire de la filière, c'est le retour des consignes, le retour de la consigne, avec aussi le retour de nouveaux métiers qui vont se développer de par l'initiative souvent d'entrepreneurs. Voilà. Et puis je vous ai mis aussi sur une dernière diapo, et je m'arrête là, pour laisser la place, j'espère, à des questions. Le retour des lagers, ça c'est absolument certain qu'il y a un retour des lagers avec une vision, certes, une autre vision quelquefois de la lager traditionnelle de type allemande notamment, mais pas que. Mais surtout, c'est en fait là aussi la vague qui nous vient d'Amérique du Nord, de retour à des styles anciens allemands. Les bières acides, pareil, hein, ce qu'on appelle les sour en anglais, c'est vraiment intégrant aussi des styles allemands anciens. Et bien sûr, les fameux lambics aussi qui vont, là pour le coup, être dans les bières sauvages. Et puis les lieux de bière avec restauration, je vous en ai parlé avec les États-Unis, mais c'est une tendance également marquante en France, le dimensionnement des brasseries, de certaines brasseries dans différentes régions qui vont s'assortir de lieux de consommation. Vous en avez d'ailleurs des magnifiques à Montpellier. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Je termine sur cette petite question, puisqu'il y a une étude récemment menée par Craft Beer et compagnie, par l'IFOP, qui fait ressortir que 80% des consommateurs de bière se sentent perdus face au linéaire. Alors, l'étude est là pour attester la chose, parce que ça fait quand même quelques années les récentes années que j'observe ça, qu'il suffit de regarder ce qui se passe dans un linéaire de grande surface pour voir la chose. Et c'est vrai qu'il y a besoin certainement d'accompagnement aussi, certainement en tout cas d'éducation, de formation et de conseils pour que les consommateurs soient un peu moins perdus. Voilà, donc ça pose question, et surtout c'est très très riche en potentiel de tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Elisabeth.